Oui. Ah, Donc, merci Gabrielle d'être là aujourd'hui et je te laisse te présenter. parfait, merci Laure. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce midi parmi nous. C'est vraiment un très grand privilège pour moi de pouvoir vous présenter le projet de stage sur lequel j'ai travaillé durant les 4 derniers mois. Donc, comme Laure l'a mentionné, mais juste pour vous mettre un peu en contexte, je m'appelle Gabrielle Parent-Trudeau et je suis étudiante à la maîtrise en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et dans le cadre de cette maîtrise-là, j'effectue un stage de 4 mois à l'Association pour la santé publique du Québec, qu'on appelle aussi l'ASPQ. L'ASPQ, c'est un organisme à but non lucratif qui développe vraiment toutes sortes d'initiatives pour favoriser la santé durable des Québécoises et des Québécois. Donc, ils vont toucher des thèmes comme la périnatalité, la santé mentale, les inégalités et plein d'autres sujets intéressants. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'intitule Exploration de la grossophobie médicale en période périnatale. Puis juste un petit point, là, on m'a dit de vous mentionner qu'il y aura une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez toujours écrire dans le chat ou à la fin, vous aurez l'occasion de lever la main au besoin. Alors, pour commencer, la grossophobie, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des attitudes et comportements qui sont conscients ou non, qui dévaluent socialement, stigmatisent et discriminent les personnes grosses. C'est un biais sociétal et malheureusement, le personnel médical porte aussi ce biais sociétal. Vous allez voir qu'au cours de la présentation, je vais utiliser le terme personne grosse à titre descriptif, non péjoratif, pour désigner les personnes considérées comme étant en surpoids. Dans notre société occidentale, on est tous et toutes exposés à des normes sociales de minceur. C'est des normes sociales qui valorisent le contrôle et la responsabilité individuelle du poids, particulièrement chez les femmes. Ces normes-là, on les porte en nous sous forme de biais internalisés et très souvent de manière inconsciente. C'est particulièrement dans un contexte de relations interpersonnelles que ces biais internalisés vont prendre une forme concrète, notamment à travers un langage blessant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans ce projet, on a choisi de s'intéresser à une relation interpersonnelle bien particulière, c'est celle entre un professionnel de la santé et une patiente. La grossophobie médicale, donc, quand ça peut se manifester concrètement dans cette relation? Bien, par exemple, ça va se manifester quand le personnel de soins formule des recommandations cliniques qui sont fondées uniquement sur le poids, sans considérer les habitudes de vie de la personne. Donc, ça serait le fait de tirer des conclusions sur l'état de santé d'une personne à partir de l'indice de masse corporelle comme seul indicateur. Les conséquences de la grossophobie médicale sont assez alarmantes. On sait que cette forme de stigmatisation est associée à l'évitement des soins, à des changements fréquents de médecins, à des erreurs et puis des retards diagnostiques, à des traitements cliniques sous-optimaux et à la réduction de comportements favorables à la santé, entre autres. Cette forme de stigmatisation-là devient particulièrement inquiétante pendant la période périnatale, premièrement parce qu'on sait que les femmes ont des contacts très fréquents avec le personnel médical durant cette période-là et que la relation de soins étant asymétrique de nature, confère aux professionnels de la santé un pouvoir considérable sur la perception que les femmes ont et entretiennent de leur corps, de leur santé, de leur capacité. Aussi, la période périnatale, c'en est une de grande transformation physique et psychologique, durant laquelle environ 50% des femmes rapportent vivre de l'insatisfaction corporelle. On sait aussi que les femmes grosses sont disproportionnellement affectées. Environ le tiers des femmes en surpoids prénatal rapportent avoir vécu de la discrimination médicale liée au poids, contre une femme sur 5 parmi celles dont l'IMC est considérée normale. C'est important aussi de noter qu'au-delà de l'indice de masse corporelle, il y a d'autres déterminants, comme le fait d'appartenir à une minorité visible, par exemple, qui vont accroître la vulnérabilité à la grossophobie à travers un effet cumulatif de certains facteurs de risque. Mais malheureusement, pour ce projet-là, faute de temps, on n'a pas pris une approche intersectorielle, c'est important de noter. Alors, malgré l'importance de cet enjeu de santé publique, la recherche sur la grossophobie médicale en période périnatale demeure
assez limité au Québec et ça entrave notre capacité à développer des interventions qui sont fondées sur les données probantes. Pour ces raisons-là, l'objectif principal de mon stage, c'était de dresser un portrait exploratoire de la grossophobie médicale en période périnatale chez les femmes dans notre contexte québécois. Et pour faire ça, on avait comme objectif de documenter l'état des connaissances actuelles, donc à travers une recension des écrits, une recension du fardeau de santé, social et économique, d'analyser l'expérience vécue des femmes et puis du personnel qui gravite autour des femmes durant cette période-là, et finalement produire une synthèse sur le sujet qui inclurait la documentation tirée de notre recension des écrits et puis de la collecte de données. Au niveau de la méthodologie, pour satisfaire le premier objectif, on a effectué une revue de la littérature scientifique et grise. Pour satisfaire le deuxième objectif, on avait 2 volets méthodologiques. Tout d'abord, on a diffusé un sondage qu'on a développé à l'intention des femmes en périnatalité. On a diffusé ce sondage-là en sollicitant des organismes périnataux qui sont partenaires de la SPQ pour qu'eux le partagent dans leur réseau. Et on a aussi partagé le sondage sur les différentes plateformes de réseaux sociaux de la SPQ. Ensuite, on a aussi effectué des entrevues semi-dirigées avec certains professionnels qui gravitent autour des femmes durant la période périnatale. Et pour satisfaire le troisième objectif, on a effectué une analyse comparative de toutes ces données. Je vais maintenant présenter quelques résultats. Donc, au niveau du sondage, on a obtenu 376 réponses. Notre public cible, c'était les femmes enceintes ou les femmes en période postpartum au Québec. On a limité la période postpartum à 3 ans parce qu'on voulait limiter l'impact du biais de rappel. On voulait que les souvenirs que les femmes gardent de leur période périnatale soient relativement frais. Tout d'abord, on peut constater dans le graphique à droite que les professionnels les plus fréquemment consultés dans le cadre d'une grossesse, c'est les médecins généralistes et puis les médecins spécialistes en obstétrique gynécologie. On constate aussi que près du quart de notre échantillon a consulté une sage-femme. Au niveau de la satisfaction corporelle, on constate que 54% de l'échantillon se dit insatisfait de son image corporelle. Donc, c'est énorme, c'est plus de la moitié, et c'est comparable au taux qui est observé dans la littérature. Parmi les femmes grosses, c'est 75% qui ont rapporté être insatisfaites de leur corps. Ici, c'est aussi important de noter qu'on n'a pas questionné les femmes directement sur leur IMC dans le sondage. On ne voulait pas le stigmatiser davantage, mais on a quand même questionné sur le poids auto-perçu, donc le poids qu'elles croient avoir. Les femmes avaient toujours l'option de choisir de ne pas répondre si elles ne voulaient pas répondre, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait un biais et que certaines femmes aient rapporté, par exemple, se trouver grosses sans qu'elles ne le soient réellement. Au niveau de la stigmatisation médicale liée au poids, on voit que près du tiers de l'échantillon rapporte oui, en avoir vécu. Et parmi les femmes grosses, ça monte à 35%. Donc, 35% des femmes grosses ont rapporté en avoir déjà vécu. Ces données-là, peu importe l'IMC, ces données-là excèdent légèrement ce qu'on observe dans la littérature. On constate que les médecins spécialistes sont les professionnels avec lesquels les femmes rapportent avoir vécu le plus de stigmatisation, suivi des médecins généralistes. J'ajoute une nuance ici, je pense que c'est important à ce point-ci dans la présentation, juste de se rappeler que souvent les biais sont inconscients, comme je l'ai mentionné en début de présentation, c'est les angles morts qu'on a tous en tant qu'humains. La grossophobie ne découle pas toujours de mauvaises intentions. Donc, le but, c'est pas de pointer du doigt les spécialistes, mais vraiment de faire un constat. Ceci étant dit, comment ça s'est manifesté concrètement pour les femmes qui l'ont vécu, cette stigmatisation? Donc, on a ressorti 6 catégories à partir d'une question qualitative posée à ce sujet-là. Ce qui revenait le plus, en premier lieu, c'est un discours axé sur le poids. Donc ici, on parle d'une glorification de la minceur, une culpabilisation de la grosseur qui reviennent à chaque suivi. Donc à titre d'exemple, j'ai mis une femme qui nous a dit « Ma première grossesse a été difficile et j'ai été suivie étant donné ma dénutrition. Suivant mon accouchement, j'étais à 10 livres sous mon poids d'avant-grossesse et l'infirmière m'a félicitée en me disant que j'étais bonne et chanceuse. » Donc ici, j'ai choisi un exemple qui est un petit peu à contre-courant, mais pour démontrer que bien que les femmes grosses soient disproportionnellement affectées par la grossophobie médicale, cette association entre le poids et la santé, elle peut nuire aux femmes, peu importe l'IMC,
la minceur n'est pas représentative de santé comme cet exemple nous le démontre. Deuxièmement, des décisions cliniques basées uniquement sur le poids. Donc, une femme nous a dit, en suivi pour un diabète de grossesse, on prenait pour acquis que je m'alimentais mal parce que je suis grosse. Donc, ce type d'exemple-là revenait beaucoup. Ensuite, des paroles heurtantes. Donc, une femme nous a dit, à un suivi, une infirmière s'est exclamée après m'avoir pesé, « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Ensuite, un discours axé sur le risque. Donc, ici, c'est des messages qui induisent beaucoup de peur liée à la santé de la mère et à celle du bébé en mettant la faute sur le poids. Donc, une femme nous a dit, la gynéco qui m'a évaluée pour ma première grossesse m'a dit que si je dépassais le terme de ma grossesse, mon bébé allait mourir dans mon ventre. Ensuite, le mother blame, ça c'est un terme qui revient dans la littérature, mais ça veut dire blâmer la mère. Donc, c'est communiquer directement à la femme que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben c'est sa faute. Donc, par exemple, me faire dire que si on n'entendait pas le cœur du bébé, c'était parce que j'avais trop de graisse abdominale. Et le dernier point qui ressortait, c'est le traitement clinique sous-optimal. Donc, ici, on fait référence à des décisions médicales douteuses qui découlent d'un biais grossophobe et non pas de preuves scientifiques. Par exemple, pas de prise en charge de mes vomissements excessifs qui m'ont empêché de manger convenablement durant toute la grossesse à cause de mon surpoids. Puis, les effets de cette stigmatisation ont surtout été observés sous forme d'internalisation de ce que les professionnels ont dit. Donc, comme si ce que les professionnels ont dit ou fait, ben, ça se transforme éventuellement en doute par rapport à sa personne. Donc, comme on peut constater, les conséquences les plus fréquentes rapportées, c'est l'insatisfaction corporelle, la réduction de son estime personnelle et la préoccupation excessive à l'égard de son poids. Mais on a aussi observé des conséquences plus externalisées envers les professionnels de la santé. Donc, premièrement, sous forme de perte de confiance envers le personnel médical, quand même, plus du quart des femmes ont rapporté ça, et à moindre échelle, un changement de médecin. Au niveau des décisions cliniques basées sur le poids, c'est 23% de l'échantillon qui a senti durant la période périnatale que certaines décisions n'étaient pas fondées sur leur état de santé réel, mais seulement sur leur poids. Et ce chiffre-là monte à 30% pour les femmes grosses. Alors, j'ai tiré un témoignage ici qui, je crois, résume bien. Donc, une femme nous a dit « Reconnaître qu'il est possible d'être une personne grosse et d'avoir quand même de bonnes habitudes de vie. Il faut analyser les habitudes et non le corps comme tel seulement. J'ai besoin d'être considérée comme individu et non seulement comme un corps. J'ai besoin d'être rassurée tout en ayant l'heure juste. J'ai besoin qu'on fasse confiance à mon intelligence. » Justement, on a demandé aux femmes de nous donner des exemples concrets de comment ça s'est manifesté, cette impression que des décisions cliniques étaient basées seulement sur leur. Deux choses sont ressorties. Tout d'abord, le fait d'empêcher la prise de décisions éclairées en disant aux femmes qu'à cause de leur poids, certaines interventions sont obligatoires. Par exemple, une femme nous a dit « J'ai souvent eu l'impression qu'on prenait des précautions exagérées à cause de mon poids sans expliquer vraiment les pour et les contre. » Sinon, le fameux traitement clinique sous-optimal qui revient. Une femme nous a dit que la dose d'un de ces médicaments a été augmentée car un des effets secondaires était de couper l'appétit. Ensuite, on a aussi observé que 14% de l'échantillon a déjà omis de mentionner une inquiétude à la personne qui fait son suivi de grossesse, de peur d'être jugée ou critiquée à cause du poids. Chez les femmes grosses, c'est 18% qui a déjà fait cette expérience. Et malgré que ces pourcentages-là soient peut-être un peu moins impressionnants que ceux présentés plus tôt, c'est une donnée assez inquiétante quand on pense à la dangerosité potentielle d'une telle omission pour la mère et le bébé, étant donné que les professionnels de la santé ont besoin que les patientes communiquent ce qu'elles vivent pour adapter les interventions et assurer des soins sécuritaires, bien qu'on comprenne très bien pourquoi certaines femmes choisiraient de partager. Au niveau des besoins que les femmes ont rapportés durant la période périnatale, les plus fréquents reflètent un besoin de se sentir en confiance avec les professionnels. Donc, le besoin qui revenait le plus, c'est celui d'être informé. 28% des femmes ont rapporté le besoin d'être mieux informées, des procédures qu'on leur propose, des options qui s'offrent à elles, des pour et des contre, pour qu'elles puissent prendre des décisions qui sont libres et éclairées. Près du quart des femmes ont rapporté le besoin que les professionnels de la santé incarnent
certaines qualités humaines qui font qu'elles peuvent être en confiance dans le lien thérapeutique. Donc ici, on parle de respect, bienveillance, non-jugement, empathie et tact. Et près du corps des femmes a rapporté le besoin d'être davantage écoutées par les professionnels de la santé. Donc, pour amener une petite note positive à ce point-ci dans la présentation, j'inclus une diapo témoignage sur les sages-femmes parce que dans mon analyse, j'ai constaté une appréciation flagrante des répondantes pour leurs sages-femmes. Donc, je voulais vous partager ça ici. Je ne vais pas tout lire, mais juste à titre d'exemple, très contente d'avoir été suivie par des sages-femmes. Ce sont des personnes exceptionnelles qui offrent un accompagnement et des soins humains. Une autre nous a dit, lors de mes 2 suivis sages-femmes, je n'ai jamais été pesée et elles ont abordé le sujet du poids de façon très professionnelle et délicate. Notre deuxième volet méthodologique, c'était les entrevues. Et on a rencontré tout d'abord une gynécologue obstétricienne au CHUM qui se spécialise en grossesse à risque, une sage-femme clinicienne avec beaucoup d'expérience et puis une consultante en lactation. À travers les entrevues, il y a plusieurs éléments qui revenaient au niveau des bonnes pratiques. Donc, elles nous ont mentionné que c'est important de demander la permission avant d'aborder le poids avec les femmes. Elles nous ont aussi parlé d'inclure les femmes dans les décisions qui les concernent. Donc, ça concorde avec le besoin que les femmes ont nommé d'être informées pour leur prise de décision éclairée. Puis, au niveau des formations, elles ont suggéré des formations sur les manières d'aborder les sujets sensibles en général. Une divergence qu'on a notée tourne autour de la controverse liée à l'obésité en tant que diagnostic clinique. Certaines jugeaient que ça augmenterait la stigmatisation envers les personnes obèses, alors que d'autres suggéraient que ça la diminuerait. Donc, je pense que c'est un point qui est intéressant à réfléchir. Ça fait partie d'un débat très actuel sur le sujet. Je vais maintenant passer à des recommandations professionnelles un peu plus concrètes qui sont basées sur nos données. Donc, comme je l'ai mentionné en début de présentation, notre projet s'intéressait spécifiquement à la relation thérapeutique professionnelle-patiente durant la période périnatale. Donc, au niveau personnel, on souligne l'importance de demander la permission à une patiente avant d'aborder le poids s'il doit être abordé. Demander la permission avant, par exemple, la pesée, si la patiente doit être pesée, donc avant certaines interventions. On a observé que, dans le sondage et dans la littérature, que plusieurs femmes veulent qu'on parle du poids, veulent que ce soit mis à l'agenda, d'où la pertinence de demander est-ce que tu veux qu'on parle du poids, est-ce qu'on peut parler du poids? On souligne aussi l'importance de ne pas se fier seulement au poids d'une personne pour faire des présomptions sur sa personne, sur sa santé. Ça peut sembler très évident pour certaines personnes, mais l'indice de masse corporelle n'est pas un bon indicateur de la santé d'une personne. Aussi, pour soutenir les femmes dans la prise de décision éclairée et répondre aux besoins qu'elles ont nommés d'être mieux informées, c'est important de contribuer au partage de connaissances liées aux interventions qu'on leur propose. Donc, de leur expliquer les pour, les contre, en utilisant un langage non coercitif et surtout de faire confiance à leur capacité de choisir la meilleure option pour elles. Un autre aspect qui est ressorti des entrevues, c'est plutôt au niveau personnel. Donc, la pertinence de se responsabiliser en tant qu'intervenant et que personne au niveau de ses biais internalisés. Donc, on peut lire sur le sujet, s'inscrire à des formations, s'outiller, en parler avec des collègues et faire preuve de réflexivité par rapport à ça. Il y a aussi des actions qui relèvent plutôt de la santé publique. Alors, avec ce projet-là, on veut recommander le développement de formations professionnelles qui sont axées sur les manières d'aborder les sujets sensibles comme le poids. Aussi, des formations sur le langage à utiliser parce que, comme on l'a vu là, dans les témoignages, le choix des mots peut avoir un impact immense. Et en réponse aux besoins des femmes d'être mieux informées pour leur prise de décision éclairée, on veut continuer à faire de la sensibilisation sur la grossophobie et diffuser des ressources pour que les femmes connaissent leurs droits durant la période périnatale. Je termine en proposant quelques outils plus concrets pour les personnes qui seraient intéressées à lire et à justement les soutenir davantage. Notez qu'il n'y a aucune de ces ressources-là qui n'adresse spécifiquement la grossophobie médicale périnatale, parce que c'est vraiment un sujet émergent. Même notre projet à nous là, est très exploratoire, mais c'est quand même des ressources pertinentes si on veut en savoir plus. Premièrement, la SPQ a produit une trousse pour les communications saines liées au poids. C'est une trousse qui contient plusieurs guides, dont un guide pour le langage inclusif et bienveillant à l'égard du poids.
Le site web Droits et grossesse, c'est aussi une initiative de la STQ qui vise à informer les femmes de leurs droits avant, pendant et après une grossesse. La Direction régionale de santé publique a aussi publié un guide pour prévenir la grossophobie médicale dans une optique de pratique de santé publique inclusive. Aussi, le groupe Équilibre, si vous ne les connaissez pas, là, ils offrent des formations, des outils pour les intervenants. Ils parlent du poids, mais aussi beaucoup de l'image corporelle. Ensuite, Arrimage Estrie a développé plusieurs capsules vidéo sur différentes thématiques liées à l'image corporelle et il y en a aussi plusieurs sur la grossophobie. L'organisme Bien avec mon corps, c'est une OSBL qui va plutôt viser les jeunes, mais qui a quand même quelques outils intéressants. Au niveau national, le site web d'Obésité Canada fait aussi de la sensibilisation sur la stigmatisation liée au poids et sur les enjeux vécus par les personnes grosses. Et au niveau international, il y a Obesity UK qui a produit un guide plus spécifique au langage. Donc, le langage à utiliser pour éviter la stigmatisation médicale. C'est un guide qui, malheureusement, est offert seulement en anglais. Il n'est pas traduit. Mais pour celles et ceux qui chercheraient des fois des formulations plus spécifiques ou des manières d'amener le sujet du poids de manière plus délicate, c'est vraiment un super guide. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis ouverte aux questions s'il y en a. Merci. Je vais arrêter le partage. On peut commencer avec Edith. Allô tout le monde, merci beaucoup Gabrielle pour cette présentation-là. Merci aussi à l'organisme qui a rendu ça possible de le diffuser. En fait, c'est super intéressant, puis ça montre vraiment des tendances dont il faut parler. J'avais quelques petites questions. D'abord, parce que nous, chez Grossophobie, chez grossophobie.ca, je me demandais si c'était possible peut-être d'avoir soit un résumé, soit une synthèse, soit accès au contenu, parce que je ne sais pas si le contenu il est comme limité exclusivement à l'organisme, en tout cas au moins un lien pour partager parce que je pense que c'est des points qui pourraient être intéressants pour justement là, les personnes enceintes qui fréquentent notre site. Donc, ça, c'est mon point numéro 1. De toute façon, Gabrielle, tu sais comment me contacter, fait que c'est quelque chose que tu m'écris. J'avais une couple de petites observations. D'abord, bravo d'avoir mentionné la notion de poids perçu parce que c'est beaucoup un enjeu. Il y a beaucoup, malheureusement, de distorsions dans la perception du poids corporel. Il y a plein, tu sais, surtout là, ce que j'appelle le syndrome du large, là, donc la grandeur large. Il y a plein de personnes, tu sais, questionner 50 personnes qui portent le même T-shirt large, la même marque, la même compagnie, de la même dimension, puis vous allez avoir 28 perceptions différentes, pardon, de l'autodéclaration du poids. Il y en a qui vont se dire normal, il y en a qui vont se dire standard, il y en a qui vont se dire gros, il y en a qui vont se dire pas gros. Et bon, enfin. Donc, je pense que c'est un point qui était vraiment important à soulever. Puis, je voulais aussi parler que, oui, dans la grossophobie, il y a toute dans la définition que tu as amenée de chez Équilibre, c'est vrai qu'il y a toute la discrimination négative qui est reliée au poids, mais il y a aussi plein de clichés qui ne sont pas nécessairement négatifs. Tu sais, comme le mythe de la grosse personne joviale ou de la grosse personne qui sait cuisiner forcément. Tu sais, je pense que oui, dans le contexte qui nous intéresse ici, c'est la perception négative qui prévaut, mais il ne faut pas oublier que la grossophobie est un phénomène justement qui est extrêmement complexe et beaucoup plus, je vais faire un mauvais jeu de mots, plus large que la grossophobie médicale. Donc, des fois, ils vont présumer, ah ben là, vous devez savoir cuisiner, vous êtes grosse, ou justement, vous ne savez pas cuisiner parce que vous êtes grosse. Tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il faut faire attention aussi de ne pas oublier qu'il y a des fois des stéréotypes ou des clichés qui ne sont pas nécessairement négatifs. Tu sais, au premier abord, par exemple, présumer que la personne n'est peut-être pas en couple parce que c'est une personne grosse. Tu sais. Donc, des choses comme ça, présumer de sa situation parce que c'est une personne grosse. Ouais. Puis, mon dernier truc, puis après ça, je vous laisse tranquille. Au-delà de la prise de poids, que c'était cool que vous en ayez parlé, est-ce que la notion de la prise de mesure du corps a été abordée?
Peut-être qu'il y avait une raison pour ne pas pouvoir s'embarquer là-dedans parce que je sais que des fois, les questionnaires, tout ça, c'est pas simple. Mais je sais qu'en grossophobie médicale, je veux dire traditionnelle ou non périnatale, ça peut être un enjeu chez les personnes grosses. Donc, quand on leur mesure le tour de l'abdomen, ou le ventre, des parties du corps comme ça, je sais que ça peut générer beaucoup de stigmatisation. Je me demandais si c'est un point qui avait été considéré ou qui n'avait pas pu l'être, mais qui avait été pensé ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Merci Edith pour toutes tes interventions pertinentes. Je vais commencer par la quatrième. Non, c'est pas un point qu'on a inclus dans le sondage, puis vraiment, en toute transparence, c'est pas un point qui m'est venu à l'esprit. Dans l'analyse des réponses qualitatives non plus, c'est pas revenu. La pesée revenait énormément comme un enjeu. Ça, c'était ça m'étonne pas, là. Ouais, c'est pas étonnant. Non, j'ai pas vu ça passer, mais c'est un bon point à retenir et non, je n'en étais pas consciente. Je voulais aussi juste rebondir sur ton premier point. Je pense qu'il est important aussi. Oui, on est en train de produire une infographie de 2 pages qui résume le projet de stage, incluant les recommandations. Puis on veut en effet que ce projet-là ait le plus de visibilité possible. Edith, certainement, je te le partagerai, mais aussi on va le publier là, sur le site de l'ASPQ. Il y avait autre chose. J'avais parlé de la grossophobie, du poids perçu, puis j'avais parlé juste sur le poids perçu pas nécessairement aussi, négatif. Un point très intéressant. Il y avait quand même plus de la moitié de notre échantillon qui s'identifiait comme trop grosse. Puis, d'après ce que j'ai lu dans la littérature, je soupçonne que les femmes s'estiment comme potentiellement plus grosses durant la période périnatale. Ce qui est rapporté, c'est que souvent les professionnels de la santé perçoivent que les femmes sont parfaitement en contrôle de la prise de poids durant la grossesse, alors que les femmes, de l'autre côté, rapportent un grand sentiment de perte de contrôle durant cette période-là. Puis, étant donné que l'image corporelle est fragilisée, ça serait la supposition que j'ai. Ouais. Bon, puis en tout cas, puis si jamais il y a des gens qui ont des questions aussi pour l'équipe de grossophobie.ca, vous savez comment me rejoindre, faites-nous un coucou. Merci beaucoup, hein? Bravo. Merci, Edith. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Magali? Allô, je suis sage-femme et j'essaie d'avoir une pratique là, inclusive à l'égard du poids. Et je suis très contente de voir que les sages-femmes, les femmes questionnées ont trouvé que leur sage-femme était comme ça. Je veux dire que dans tous les milieux, il reste encore beaucoup de travail à faire et mon milieu n'en fait pas exception. Fait que je suis contente de voir ça, mais sur le terrain, en tout cas, ça reste encore à réfléchir. Puis je suis vraiment contente que tu travailles sur ce sujet-là, que vous penchez là-dessus à la SPQ parce que toutes les femmes de toutes les tailles qui viennent dans mon bureau en période périnatale, presque sans exception, ont un grand souci à l'égard de leur poids. Puis quand elles apprennent que finalement, oui, c'est une mesure qui fait partie de d'autres mesures, souvent ça va les soulager, peu importe la taille de départ. Alors, moi, c'est vraiment ça que je trouve qui est important de continuer comme message que toutes les femmes, presque toutes les femmes, la majorité des femmes, c'est comme ça qu'on le dit, c'est ça que les pourcentages disent, ont cette conscience-là, puis que c'est ça. J'ai juste envie de dire, je suis très contente de voir notre apport sage-femme. Honnêtement, je pense que l'échantillon qui a répondu avait une belle sensibilité, puis ont été surprises peut-être de se sentir écoutées par leur sage-femme, mais que ça mérite aussi là, dans notre milieu. Là. Merci alors au RSFQ d'avoir tenu ce petit point cet après-midi parce que, en tout cas, ça me touche beaucoup. Puis, c'est tout. C'était pas vraiment une question, c'était juste un commentaire. C'est-à-dire que je trouve que même dans mon milieu, il reste beaucoup de chemin. Oui, mais c'est un bon commentaire. C'est vrai que c'est bon de souligner que malgré qu'il y a
plein de personnes bienveillantes qui travaillent dans le réseau de la santé, puis il y a plein de personnes qui sont conscientes là, de ces biais-là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Je pense que c'est important, en effet, de nommer le positif, mais c'est vrai qu'il reste énormément de travail à faire aussi. Andrea. Bonjour, oui, Andrea Hull, sage-femme. Je suis à l'Ordre des sages-femmes du Québec. Merci Magali pour ton intervention. Merci beaucoup Gabrielle pour tes travaux. Je veux faire du pouce un peu sur ce que Magali a dit puis sur ce que j'ai vu dans la présentation. Tu sais, les sages-femmes, généralement, on est reconnus pour notre bienveillance, notre ouverture, puis un apport, dans le fond, qui va être empreint d'empathie puis d'ouverture et de non-jugement. Puis il faut qu'on se rappelle que c'est aussi important pour les personnes de recevoir l'information juste par rapport à leur poids, puis de ne pas faire de l'évitement par rapport à ce sujet-là. Fait que, si je regarde certaines pratiques que j'ai vues au fil des années, puis quand j'en ai discuté, je me dis que là où est-ce qu'on a un peu de travail à faire, bien sûr, c'est de toujours s'assurer de continuer à travailler avec humilité par rapport à où est-ce qu'on peut s'améliorer. Puis aussi avec la bienveillance, il y a quand même certaines personnes qui ont eu des propos qui étaient comme douloureuses ou inappropriées de la part de leur sage-femme. Mais c'est de s'assurer que les sages-femmes sont aussi en train de donner l'information. Puis j'ai vu qu'un des commentaires disait justement, on en parlait et je recevais l'information qui était juste et fiable par rapport à la prise de poids. Donc, nous, c'est ça qu'on souhaite voir, les deux. C'est pas un, c'est pas l'autre. Puis les femmes veulent les deux, puis elles méritent d'avoir les deux aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir mis ça en lumière. Merci, Andrea. C'est un point, je pense, qui est très important, qui revenait dans nos données. Ça peut être lié aussi à la perception de risque que les professionnels ont par rapport à des grossesses de femmes en surpoids. Je ne veux vraiment pas généraliser ou émettre un commentaire qui généralise, mais je pense qu'une perception de risque erronée, c'est ce qui revenait, ça peut contribuer à l'omission de certaines options que les professionnels offrent aux femmes quant à leur modalité d'accouchement. Puis en général, les professionnels rapportent un assez bas niveau de confiance sur la manière d'aborder le poids, de traiter le poids. Mais en effet, le point qui ressortait souvent, c'est l'importance d'offrir aux femmes toute l'information nécessaire pour qu'elles prennent leurs propres décisions quant à la période périnatale. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? S'il y a un autre commentaire, si vous me permettez. Oui. Andrea, je suis d'accord avec toi, puis ce que je trouve difficile dans ma pratique de sage-femme, c'est de trouver une information juste aussi parce que le milieu médical aussi, il y a beaucoup de biais liés à la grossophobie. Donc, même l'information qui circule de façon majoritaire n'est pas toujours éclairée par rapport à ça. Fait que ça, moi, je trouve ça très, très difficile. J'ai l'impression que la base de ce qu'on nous transmet, mais sauf que la beauté de la chose, c'est que j'ai récemment appris par mes étudiantes, parce que j'ai souvent des étudiantes, que c'était en train de changer à l'université dans la façon dont on présente les choses, mais j'ai l'impression que c'est nouveau encore ça, que l'information qui est donnée aux professionnels n'est pas nécessairement juste par rapport au poids, puis qu'on est un petit peu prise avec une information qui est juste, pas juste, puis nos biais à nous. Fait que c'est pour ça que je dis j'essaie une pratique inclusive à l'égard du poids parce que j'ai l'impression que c'est pas simple à adopter comme posture à cause de ces biais-là qui sont déjà dans la littérature scientifique là, concernant le poids. C'est ça. J'aurais pas pu le dire mieux. Complètement raison. Écoute, puis on a la chance d'avoir des chercheurs au Canada qui je pense à Celia Javitt là, au BC là, qui se penche justement à regarder de quoi a l'air l'obésité chez une personne saine et en santé, puis les résultats en grossesse de ces personnes-là, à quel point ils peuvent être vraiment, vraiment favorables, et puis de ne pas juste se fier sur des opinions d'experts qui ne regardent pas, qui regardent l'obésité sans considérer tous les autres aspects que ça peut impliquer au niveau métabolique. Fait qu'on peut avoir des personnes obèses qui sont métaboliquement saines, qui vivent très bien leur vie, puis en tant que professionnel, il faut être en mesure d'aller chercher cette information-là, puis de poser des questions, puis d'écouter, c'est comme qu'ils ont dit. Fin de l'éditorial.
Edith, tu veux intervenir? Oui, ben en fait, moi, je vais faire du pouce sur ce que Mme Hall vient de dire. En fait, je pense que c'est important aussi, puis c'est là que c'est délicat, de ne pas imposer un devoir de santé plus important aux personnes grosses qu'on imposerait aux autres personnes qui ont des habitudes de vie qui pourraient être extrêmement, je vais dire problématiques, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, là, je vais dire des guillemets, là, dans le sens qu'une personne, par exemple, qui serait super, super sédentaire, quelqu'un qui pourrait avoir une alimentation qui n'est pas optimale, mais qui n'en est pas grosse pour autant. Donc, tu sais, quelqu'un qui a des enjeux au niveau de sa santé mentale. Donc, tout ça, j'imagine aussi, ça a des effets importants sur la grossesse. Et donc, je pense que, puis, je veux dire, même une personne qui est grosse, qui aurait des enjeux au niveau de sa grossesse, je veux dire, avant de tomber dans le justement le mother blaming et tout ça, je pense qu'il faut se rappeler que cette personne-là est une personne qui cherche des soins, c'est une personne qui est inquiète pour elle-même, mais qui est inquiète aussi pour son enfant, son ou ses enfants à venir. Donc, de faire attention, de ne pas dire, OK, ben là, c'est une personne grosse, fait qu'il faut qu'elle performe vraiment en plus dans sa grossesse. On est dans une culture de beaucoup de performance. Il faut performer sa grossesse, il faut performer son allaitement, fait que de faire attention de ne pas mettre, je pense, une barre plus haute parce que, ah ben là, elle est grosse, il faut qu'elle compense. Tu sais, c'est un peu c'est très vulgarisé ce que je viens de dire là, c'est même limite trash, là. Mais je pense que vous comprenez ce que je sous-entends par là, de pas changer le standard juste parce qu'on a une personne grosse devant nous et de ne pas être plus difficile avec une personne grosse qui aurait des enjeux et qui a peut-être la difficulté à dealer avec, tu sais, de garder la même la même bonne foi, pardon, envers cette personne-là. Oui. Merci pour les échanges, merci pour les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça semble tout beau. Laure, tu vas partager l'enregistrement, toi, avec le RNR, le RSFQ. Parfait. Parfait. Oui, oui, on va pouvoir le partager avec nos membres sages-femmes, puis on vous le partagera également, puis vous pourrez le diffuser à qui vous voulez. Merci, merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce midi conférence et pour le sujet très intéressant avec Gabrielle. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci, bravo. Merci. Bye.